transformation numérique de l'organisme de formation, il y a à peu près 3 façons de la faire, 3 façons dont j'ai pu constater soit les effets, soit j'ai envie de dire même quelquefois les dégâts, au hasard des commandes. Il y a une commande, quelle qu'elle soit, et on produit effectivement on produit quelque chose de numérique, on introduit du numérique. Selon la direction donnée par le commanditaire, c'est une autre façon effectivement d'agir, et la troisième, c'est selon une stratégie élaborée par l'organisme de formation lui-même. Donc je pense qu'à travers ces 3 axes-là, on aura l'occasion effectivement de voir quelles sont celles qui marchent, quelles sont celles qui peuvent avoir leurs effets, quelles sont celles qui peuvent nous amener un certain nombre de limites. Je vais commencer avec M. Christian Brandt. Donc Christian Brandt, vous êtes directeur de GEFOS PME Normandie. L'organisme de formation, finalement, c'est une entreprise comme une autre, et c'est une entreprise un peu particulière. Mais quelque part, la transformation digitale des entreprises, ça c'est quelque chose auquel vous êtes confronté, vous, au niveau de la GEFOS PME, depuis déjà pas mal d'années. Oui, effectivement, la transformation numérique des entreprises, c'est un sujet majeur pour nous, à tel point que ça fait partie des 4 axes stratégiques de l'EPCA, et ça concerne aujourd'hui un très très grand nombre d'entreprises. C'est vrai qu'au niveau de l'organisme de formation, il y a des spécificités, bien évidemment, mais nous considérons que quand on parle de stratégie digitale dans les organismes de formation, il nous semble que cette stratégie ne doit pas être hors sol, et qu'on doit dès lors considérer que le digital est à considérer dans sa globalité, et surtout à ne pas restreindre le digital aux seuls aspects pédagogiques de l'organisme de formation. C'est dans ce sens-là que on considère que c'est une entreprise comme une autre, avec toutes les fonctions qui existent dans les autres entreprises, la fonction commerciale, la fonction marketing, la fonction production, la fonction administrative. Et donc notre premier propos, ce serait de dire réduire la seule stratégie digitale d'organisme de formation à l'aspect pédagogique, ça serait peut-être un peu réducteur, et que nous considérons qu'il faut vraiment agir sur l'intégralité des fonctions de l'organisme de formation pour mettre en œuvre ce mouvement. D'autant plus que il me semble que dans un rapport qui date de 2016 commandité par la FFP, c'était sur la fonction commerciale qu'il y avait des besoins très importants dans les organismes de formation en termes de digitalisation. Sur l'aspect pédagogique, les choses avançaient effectivement avec la FOAD. Sur l'aspect communication aussi, les choses se mettaient en place, mais sur l'aspect commercialisation pure, il y avait encore des marges de progrès a priori. Voilà, c'était notre première réflexion que de dire l'organisme de formation est à appréhender dans sa globalité comme toute entreprise que nous accompagnons aujourd'hui. Et peut-être autre élément qui doit être pris en compte aujourd'hui, qui fait que cette stratégie ne doit pas être prise comme une stratégie hors sol, c'est bien de prendre compte aussi de l'évolution de la réglementation qui est apportée par la loi Avenir Professionnel de septembre 2019 et qui va également impacter d'une façon assez importante les organismes de formation. Et je pense que cet élément-là, je pense qu'il y reviendra peut-être tout à l'heure, est également à prendre en compte, puisqu'il est de nature à ouvrir des perspectives pour l'organisme de formation, à minima, voire à quasiment changer de modèle économique quand je considère la place que représente aujourd'hui le changement de l'apprentissage dans cette loi. Donc voilà, ces éléments-là doivent être pris en compte, à mon avis, quand on parle de stratégie digitale dans un organisme de formation aujourd'hui. Et donc la GEFOS PME, avec la région de Normandie, a souhaité s'associer à cette transformation digitale, alors, dans un programme national, hein, puisque la GEFOS a répondu à l'appel à projet FPSPP il y a déjà 1 an, 2 ans bientôt. Et donc ça s'est traduit par effectivement un plan d'accompagnement qui est en cours, hein, je crois. Effectivement, l'axe stratégique dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est mis en place au travers d'un vaste programme d'accompagnement des entreprises à la transformation numérique qui s'appelle Smart PME, et que nous avons aussi souhaité décliner selon des cibles spécifiques, dont la cible organisme de formation, parce que quand on travaille à l'OPCA, les organismes de formation, ce sont des partenaires toujours essentiels, et donc on souhaitait avoir un focus particulier sur cette cible-là. Et donc voilà, on a mis en place un programme d'accompagnement
initialement soutenu financièrement par le FPSPP qui disparaîtra bientôt. Et donc nous sommes très heureux que la région Normandie s'est également intéressée à ce programme d'accompagnement pour donner une ampleur, une volumétrie beaucoup plus importante et pouvoir accompagner un maximum d'organismes de formation dans les mois à venir. Et donc voilà, je les remercie fortement de leur implication dans ce beau projet. D'accord, alors du coup vous nous dites effectivement un projet qui est plutôt arrivé, on va dire, du national, comme on dit, puisque initié par le FPSPP. Alors je vais me tourner vers Laurent Charpentier, puisque quelque part, et Raphaël Aran, vous nous expliquez un petit peu l'un et l'autre, on va leur dire pour positionner, puisqu'ils sont venus à deux voix. Il y a tellement de choses à dire qu'ils sont venus à deux. Hein. C'est pour ça. Mais peut-être la question à Laurent ou Raphaël, l'un ou l'autre nous répond. Quelque part, votre projet, vous, de transformation numérique, il a un petit peu pris le chemin inverse, puisque, sans dire que c'est la Normandie qui a dit à Paris ce qu'il fallait faire, on n'oserait pas aller jusque-là. Voilà, on n'oserait pas, mais qui a fortement inspiré le projet Transform BTP, donc qui est un projet du national. Oui, effectivement, c'est ce qui s'est passé. On est bâtiment CFA Normandie, rattaché à un organisme qui est le 3CA BTP, qui gère 118 centres avec les CFA associés au niveau national. Et en région Normandie, c'est 7 centres. On déploie aujourd'hui plusieurs projets numériques en région, et dont des projets qui ont été définis depuis 2015 maintenant. Et lorsque le 3CA BTP a mis en œuvre son plan de transformation globale, il y a 2 ans, ils ont fait le tour de l'ensemble des régions pour voir un petit peu ce qui était possible et déjà mis en œuvre afin de structurer la transition numérique de l'organisation, puisque c'est aujourd'hui ce que l'on met en œuvre, nous, au sein de Bâtiment CFA Normandie, avec ces projets de transformation numérique. Laurent, quelque chose peut-être à ajouter sur la dimension effectivement très vite, parce que peut-être rappeler pour toutes les personnes qui sont ici, qui ne sont pas forcément faites de tout ce qui se passe dans le bâtiment, il y a la régionalisation quand même, c'est-à-dire qu'à côté de ces projets numériques, il y a un projet d'entreprise quand même, et non des moindres. Oui, donc nous ce qui s'est passé effectivement, ça fait 18 mois aujourd'hui qu'on est régionalisé. Il y avait précédemment les CFA de l'ex-Basse Normandie et les CFA de l'ex-Haute Normandie qui aujourd'hui ne font plus qu'un. Et effectivement, c'est cette CFA liée à un organisme gestionnaire qui gère ces 7 établissements, c'est effectivement notre force de frappe, et c'est ce qui a permis, à travers les projets qu'on a développés, d'inspirer, de servir modestement, comme le disait Raphaël, de source d'inspiration pour Transform BTP. En fait, Transform BTP, c'est quoi? C'est que le 3CA BTP, comme le disait Raphaël, qui est notre organisme de tutelle, c'est son plan de développement, en fait, c'est leur plan de développement qu'ils ont appelé Transform BTP. Et effectivement, à l'origine, on pourrait considérer que les choses se sont faites un peu à l'envers, dans le sens où le national développe son plan de développement qui est décliné en fait en région, et là c'est effectivement un peu l'inverse qui s'est passé. Ils sont allés chercher ils se sont inspirés de ce qui se faisait dans différentes régions, et effectivement sur les aspects, entre autres sur les aspects numériques, ils sont venus chercher des choses qui avaient déjà émergé en Normandie, en ex-Haute Normandie et en Normandie aujourd'hui, pour définir certains projets de leur plan stratégique. Alors, après, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où il y a un projet Transform BTP national décliné dans toutes les régions, ça c'est, on va dire, c'est un des deux étages de la fusée. C'est-à-dire que ça redescend dans les associations régionales, comme notre association, Bâtiment CFA Normandie, et la deuxième étape, c'est donc l'association régionale qui est là pour impulser, et la deuxième étape, c'est de dire maintenant comment tous ces projets numériques, on va les mettre en œuvre dans les établissements. Donc voilà, il y a ces deux, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a vraiment ces deux étapes-là qui sont fondamentales dans la mise en œuvre des projets numériques, comme dans la mise en œuvre de tout autre projet d'ailleurs. C'est comment on articule les deux étages, voilà, comment ça s'articule entre les deux étages de la fusée. Voilà, je pense qu'on en reparlera. On va y revenir, merci. Dominique Vigneault, soit on n'est pas passé du local au national, mais quelque part on n'en est pas très loin.
parce qu'on est sur une dimension nationale. Tu vas nous dire effectivement dresser un petit peu FAB 21. Autant c'est vrai qu'on n'a pas pris soin de présenter le CFA du bâtiment, ni AGFOS PME. Peut-être que, et malheureusement, tout le monde ne connaît pas FAB 21. Ce qui est intéressant, et ce que je voudrais, juste après nous avoir présenté effectivement FAB 21, c'est tu as une démarche assez singulière, quelque part, qui est de dire, par rapport à ce que je disais, les 3 axes d'entrée qui peuvent être celles de la transformation numérique. Tu as eu celui du projet, et aujourd'hui, un projet, c'est devenu une vraie stratégie. Totalement. Alors, effectivement, on n'est pas connu nécessairement régionalement, on est très bien connu dans notre écosystème, qui est la filière bâtiment, puisque ça nous permet d'avoir des habilitations, d'être sélectionné dans des appels à projets, dans des appels d'offres, etc. Je crois qu'on a une très bonne réputation. Notre métier, c'est effectivement le bâtiment, mais essentiellement le bâtiment performant. C'est-à-dire que lorsqu'on forme des maçons qui viennent vers nous, on ne les forme pas à monter des murs, mais à faire des parois performantes. Notre siège social est en Normandie, mais on est parti très vite sur des... on a une stratégie, je dirais pas nationale, mais moins multirégionale. C'est qu'on travaille là où il y a des gros gisements de professionnels. Je donne quelques chiffres qui vont montrer effectivement ce que ça donne. En gros, les entreprises du bâtiment de France entière, on est à peu près à 540 000 entreprises France entière. En Normandie, on doit frôler, j'avais noté des chiffres, on est à 21 000 entreprises. Donc à partir du moment où on considère que la formation, je suis désolée, j'ai parlé beaucoup argent, mais je dirige l'entreprise et j'ai une orientation financière très marquée. Moi, je considère que la formation, effectivement, ça a été dit ce matin par notre intervenante, c'est pas un métier où on gagne de l'argent, c'est-à-dire c'est un métier à faible marge. Donc si on veut vraiment gagner de l'argent, il faut aller là où il y a du potentiel, où là il y a beaucoup d'apprenants. Ce qui veut dire quoi? On travaille énormément en région parisienne, on travaille beaucoup en région lyonnaise, on travaille beaucoup en région PACA. On n'est pas présent en Occitanie, mais ça pour des raisons de manque de partenaires, effectivement. Et on s'adresse aussi, et c'est un point très important, à des entreprises qui sont extrêmement disséminées. Sur les 540 000 entreprises, je vais parler que des entreprises, parce qu'on travaille aussi à former des architectes, la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Il y en a 95% qui sont moins de 10 salariés. Et il y en a à peu près, sur ces 95, il y en a à peu près 60% qui n'ont pas de salariés. Ça veut dire que pour eux, la moindre absence pour partir en formation, et on leur en impose des formations obligatoires, est un temps qui n'est pas prévu sur le chantier. Donc ça aboutit, je dirais, je ne veux pas dire une perte de chiffre d'affaires, mais il faudra compenser quelque chose comme ça. Autre point qui est important, tout ça c'est un peu pour les données chiffrées qui nous ont amené à penser très très vite digital, c'est qu'on travaille également beaucoup avec des réseaux. Ce sont ces réseaux qui nous amènent nos stagiaires pour qu'on les forme. Je pense tout simplement à des réseaux de négoce, nous formons leurs clients. À des réseaux industriels, nous formons leurs clients à la mise en œuvre de leurs produits. Et ils sont très sensibles à cette possibilité d'avoir un outil de formation mixte qui permet effectivement d'avoir une formation à distance, mais aussi une formation sur plateau technique. Notre mixte, il est là. C'est principalement ce qu'on appelle le blended. J'essaie de faire passer un certain nombre de choses en formation à distance, mais je maintiens quand même les formations sur plateau technique, parce que je suis très étonnée de cet exemple du CAP de boulangerie totalement à distance. Moi, je vous donne l'exemple un peu contraire en disant qu'on n'apprend pas à poser une fenêtre par une formation à distance. À un moment donné, il faut être sur le plateau technique, même si on a intégré toutes les données du DLTU, parce que c'est tous les petits détails qui vont permettre de faire cette mise en œuvre performante. Donc voilà, que dire d'autre? Effectivement, on a eu en plus la chance, on a encore la chance dans une filière qui utilise des mots un peu, je ne trouve pas très beaux, mais qui parlent d'une massification de la montée en compétences. Parce qu'effectivement, je vous ai donné quelques chiffres, on n'a pas parlé encore des architectes, mais une filière qui est soucieuse, effectivement, le gars qu'on est confronté aux évolutions de réglementation thermique, et vous avez exactement les mêmes challenges que nous, à des modifications dans tout ce qui est produits, nouveaux matériaux, nouveaux produits, nouvelles façons de mettre en œuvre pour aboutir à des bâtiments performants, et tout ça, ça se joue dans les détails. Cette filière a choisi de faciliter également la formation à distance. Et nous avons été, je vais uniquement focaliser là-dessus, on a été lauréat de MOOC et de SPOC, lancés par le plan bâtiment durable, par la cellule FEBAD, et dont là, contrôlé par le Conseil national des architectes, qui nous a permis de faire effectivement une expérimentation de grandeur nature, à la fois sur comment monter des scénarios pédagogiques qui soient suivis, revenir sur tous les fondamentaux qu'on a vus récemment,
Et aujourd'hui, on est un peu un tournant de ça. Donc on a monté comme ça plusieurs produits pédagogiques sur des plateformes différentes. On est à la fois sur Fun, on est à la fois sur 360 Learning. On va en tester encore 2 d'ici la fin de l'année avec des produits pédagogiques différents. Parce qu'au final, je veux que l'équipe fasse le choix de la plateforme sur laquelle nous allons travailler. Parce qu'aujourd'hui, on est à un tournant. On doit se dire, jusqu'alors, j'ai fait, c'est pas des coups, parce que c'est pas des one-shot. Nos MOOC, nos SPOC, nos formations à distance, on continue à les utiliser, on les redécoupe en petits morceaux pour remonter d'autres produits pédagogiques. Mais aujourd'hui, il faut que je transforme cette stratégie de projet en stratégie globale pour l'entreprise. Cette stratégie est écrite, elle n'est pas encore totalement intériorisée par les membres de l'entreprise. C'est mon travail du mois et demi qui vient, mais effectivement, on doit faire en sorte que tout ça soit lisible de l'extérieur, parce que, et c'est un point que j'aurais dû mettre en avant, on est un acteur totalement privé, et la réputation que nous avons, nous devons la conserver, et je pense vraiment que le fait de mettre en avant nos compétences en matière de formation distancielle, de blended learning, on utilisera les termes que vous voulez, moi je m'adapte à vous, il n'y a pas de problème. Ça fait partie effectivement de la valorisation et de l'image que l'on veut donner dans notre écosystème, dans notre milieu professionnel. Je crois que c'est tout pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas mal. Merci Denis. Alors, je vous ai dit effectivement, je vais parler au départ de l'atomisation effectivement du marché, des attentes, de la configuration particulière qui poussait à proposer une offre de digitalisation. Vous tournez vers Anne-Frédérique Géouic, parce que c'est aussi un peu le constat que vous avez fait. Alors, vous allez nous rappeler, contrairement à ce qui a été c'est bien un fonds d'assurance formation et pas un autre cas, Vivea, vous allez nous le rappeler, mais vous me disiez ce qui est la démarche qui est la vôtre, qui a été la vôtre et qui continue d'être la vôtre, c'est effectivement de favoriser une nouvelle offre qui répond aux agriculteurs qui, comme Christian Brandt le disait tout à l'heure, sont des entrepreneurs qui sont confrontés et qui sont pleinement, même aujourd'hui, dans le numérique. Tout à fait. Donc Vivea, je confirme, on est un fonds d'assurance formation. La différence avec le cas, c'est qu'on n'est pas paritaire. Nos bénéficiaires, ce sont des chefs d'exploitation non salariés. Donc on n'a pas de paritarisme. Voilà, donc nos chefs d'exploitation, en fait, effectivement, ils ont de la demande. En fait, ils vivent comme nous dans la société. Enfin, sans s'en aperçu en 2013-2014 que le digital se développait. La demande, notamment de nos jeunes agriculteurs, les JA, était de pouvoir digitaliser, avoir une pédagogie un peu différente, digitaliser l'offre. Donc nous, on a été un peu impulseurs là, sur la stratégie de développement de formation mixte digitale. C'est-à-dire qu'au niveau national, on s'est dit, donc nos bénéficiaires, ce sont bien les chefs d'exploitation agricole, et nous, on travaille avec les organismes de formation qui sont plutôt partenaires, en fait. Et en fait, on s'est dit, mais comment finalement avoir une offre adéquate aux besoins de nos chefs d'exploitation, si ce n'est de travailler avec les organismes de formation pour qu'ils les aident en fait à développer leur offre mixte digitale. Donc là, ce qu'on a fait, c'est un diagnostic. Donc là, ça a été assez descendant, en fait. On a travaillé avec le local pour voir un petit peu, connaître les freins, les leviers, ce qui se faisait finalement sur le territoire, parce qu'on ne s'était pas penché plus que ça en 2015. Et en fait, on a noté que les organismes de formation avaient beaucoup de freins. Et donc là, Vivea a dit, OK, on s'engage, on vous accompagne, on est proactif et on va vous aider, en fait, on va avancer avec vous, parce que nous, on partait comme eux de pas grand-chose, sur la manière de digitaliser leur offre. Et je ne sais pas si c'est maintenant la manière dont on l'a fait, mais l'idée, c'est qu'on a quand même eu Vivea s'est vraiment engagé dans une stratégie pluriannuelle d'accompagnement où on a été beaucoup dans l'expérimentation pour travailler avec les organismes de formation en leur disant dans un cadre un peu plus large que ce qu'on finance d'habitude dans le cadre de l'éligibilité et de l'imputabilité. Tentez-vous, essayez, mettez de l'innovation dans vos formations et mettez du digital. Et puis, nous, on capitalisera et on verra, on offrira au plus grand nombre, finalement, les conditions de réussite notées dans cette expérimentation. C'est peut-être intéressant pour nos amis qui sont ici de rappeler que les principaux opérateurs, quelque part, acteurs de la formation, ne sont pas des professionnels de la formation. Oui, en fait, sur la France, on a 2000 organismes de formation. On travaille sur la France entière. Il y en a 1100 à peu près qui font 3 formations et plus.
Et le reste, en fait, ils font une formation de temps en temps. C'est pas des professionnels de la formation en tant que telle. On précise qui ils sont Oui, les techniciens des chambres d'agriculture. Voilà, ça fait des techniciens de chambres d'agriculture, des CER, des associations dont la formation, en fait, est un plus par rapport à l'activité qu'ils mènent. Donc en termes de professionnalisation, c'est pas si évident. C'est pas leur cœur de métier. Non, c'est pas leur cœur de métier. D'accord. Merci Frédéric. Alors, tourner vers Audrey Limitrophe, vous représentez la région de Normandie, si vous connaissez, bien sûr. Vous n'avez pas la pression, hein, pas du tout. Pas du tout. Alors, la région de Normandie, je veux dire, comme un peu toutes les régions, elle est à la fois à l'initiative d'un certain nombre de plans de formation, de développement, plan de développement des compétences, des initiatives régionales, je pense au programme CALIF, par exemple, ici en région Normandie. Et puis, elle est aussi, alors bien qu'avec la réforme, pas mal de choses changent, on ne va pas trop rentrer sur ce champ-là, elle est aussi l'opérateur, l'acteur de terrain des initiatives, effectivement, des plans nationaux, je pense à PACT, PACT. Donc voilà, il y a des choses, voilà, donc la région se situe un petit peu là. Donc comment en fait la collectivité peut structurer l'innovation, la digitalisation des organismes de formation quand on a effectivement divers objectifs comme ceci à viser. Comment la collectivité peut structurer la collectivité, elle structure, on va dire, en changeant d'angle de vue. Clairement, jusque-là, la région avait été très incitative sur le numérique, sous l'angle pédagogique, sur la formation à distance, sur la multimodalité. On était très directif dans le cahier des charges. Et puis là, on est arrivé à un constat que la plupart des organismes de formation, et c'est ce qui a été rendu ce matin sur le bilan problématique, ont entamé le tournant du numérique sur les outils pédagogiques, sur l'utilisation de plateformes, sur le tutorat, sur le contenu augmenté en présentiel, mais sur la stratégie, la vision globale, on voit bien que c'est encore un peu précoce, voilà, c'est une réponse d'opportunité qui a été formulée, puisque dans le cahier des charges, nous avions des contraintes, mais que voilà, pas beaucoup plus pour le moment. Donc la région change d'angle de vue et désormais, via le PIC-PAC, qui impose comme axe transversal la transformation de l'outil de formation. Peut-être qu'on rappelle à tout le monde le PIC-PAC. C'est joli que dit comme ça. Oui, le PIC-PAC, MIX-POC, voilà, on est dans la même lignée. Le PIC, plan d'investissement des compétences, le pacte, c'est sa déclinaison territoriale. C'est la phrase sur la signification précise. En gros, à partir de 2019, la région va entrer dans le pacte avec une énorme enveloppe de formation à dépenser. On se le dit. Qu'on se le dise, c'est un appel à dépenser, effectivement, et c'est une enveloppe, contrairement à des opérations précédentes qui, au-delà de l'achat de formation, c'est aussi une enveloppe qui prône une transformation de l'appareil de formation, des pratiques de formation, des cibles de formation. Voilà, c'est repenser tout l'écosystème de formation régionale. C'est dans ce contexte que la région souhaite, au-delà de l'aspect très incitatif, je dirais pas coercitif parce qu'on n'en est pas là, mais voilà, très appuyé sur la multimodalité, il nous apparaît nécessaire désormais d'accompagner plus en avant les organismes de formation, de participer à la professionnalisation plus qu'on le fait déjà. Voilà, c'est pas tout décréter, il faut aussi pouvoir donner les moyens et donner un sens aussi, puisque jusque-là on avait aussi, on laissait libre cours, finalement on disait voilà, c'est là qu'on veut aller, mais finalement vous prenez le chemin que vous voulez. Là clairement, à partir de 2019, on va à la fois déterminer un objectif et puis on va dire voilà, c'est ce chemin-là qu'on veut que vous preniez, ce sont ces outils-là qu'on veut que vous mettiez en place. Voilà, il va falloir repenser les stratégies et donc c'est comme ça aussi que la région va donner une impulsion supplémentaire sur le numérique et sur la digitalisation des organismes et de l'appareil de formation. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure, la région sait où elle va et donc il n'ira pas ailleurs. D'accord.
Oui, non. La région sait où elle va. Oui, l'objectif global, il est connu, il est sûr. Elle n'ira pas ailleurs, je ne sais pas, puisque le Click Pact est aussi l'opportunité d'expérimenter, d'ouvrir la voie à l'innovation. Voilà, c'est aussi une ouverture du champ du possible en termes de formation. On pourra s'autoriser en tant qu'acheteur public à tester des choses. On ne va pas laisser non plus, c'est pas open bar. On ne va pas dire venez avec vos projets et puis on financera. Ce sera plutôt voilà, là on aimerait bien y aller. Je prends l'exemple au hasard. Sur la réalité virtuelle, on aimerait bien y aller. Proposez-nous des choses. Donc, on va vraiment plus aller dans le détail de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas aussi. Mais pour autant, voilà, on se laisse la possibilité aussi d'avoir d'heureuses surprises. Est-ce à dire, par rapport à ce que vous disiez juste avant, que vous serez plus attentif quand même au projet de l'organisme de formation de s'inscrire dans ce plan d'investissement des programmes d'investissement de compétences, plus que de répondre, et je rebondis sur votre dernier exemple, plus que de répondre à « Ah oui, ok, je peux répondre à un projet, pas de problème ». Et puis demain, la réalité virtuelle, je la mets à la poubelle, comme ça a été évoqué ce matin, parce que, un peu comme les projets européens, c'est pas la stratégie quand même. Non, c'est pas la stratégie. C'est pas effectivement juste une réponse d'opportunité, c'est aussi comment les organismes de formation profitent de cette occasion pour vraiment avancer, développer, pour ensuite dupliquer cette expérimentation. Finalement, nous sommes dans un rôle d'impulsion sur le numérique. On peut vous accompagner, vous, organismes de formation, à avancer, à développer, à creuser la stratégie numérique. Pour autant, vous devez pouvoir après transposer et cultiver ce savoir-faire aussi, et notamment pour gagner des parts de marché, aller chercher sur le marché privé, proposer des choses, être offensif auprès d'autres acheteurs de formation. D'accord, merci. Alors, je reviens vers Laurent Charpentier et Raphaël Aran. Justement, on parlait de projets. Vous avez, répondu à des appels à projets aussi, et notamment sur des innovations comme celles qui viennent d'être évoquées. Mais ça s'inscrit, vous parliez de la régionalisation, mais ça s'inscrit dans un vrai projet régional et une vraie transformation au sein de l'organisme de formation. La structure CFA, BTP Normandie. C'était une des briques de la transformation de l'organisation qui était programmée, et cette brique digitale, comme vous le disiez tout à l'heure, elle touche l'ensemble des collaborateurs et pas uniquement la partie pédagogie, parce qu'on se doit d'emmener l'ensemble de l'organisation dans cette transformation, sinon on va rater des choses. Donc c'est vraiment tous les collaborateurs et les collaboratrices qui sont impactés. Et c'était la première brique de la stratégie de bâtiment CFA Normandie. Maintenant, on est sur une brique organisationnelle. Ça vient s'empiler, et on est en train de se programmer pour répondre à la demande publique qui va être le changement vraiment de la stratégie de l'apprentissage de l'année prochaine. Donc tout ça, ça a été imaginé par un secrétaire général, qu'on peut dire visionnaire ou pas, peu importe, mais il est dans la droite ligne de ce qui est en train d'être mis en œuvre par les pouvoirs publics aujourd'hui, et ça avait été imaginé depuis 2015. Donc on a la chance d'être sur le bon chemin et de pouvoir empiler les briques correctement au fur et à mesure, en commençant par cette stratégie digitale, et la stratégie d'organisation. Laurent Charpentier va pouvoir vous en dire un petit peu plus dans les CFA. Déjà, pour compléter ce que vient de dire Raphaël, on peut mettre toutes les stratégies qu'on veut en place. Si on ne fait pas, justement, parler de pédagogie, si on ne fait pas beaucoup de pédagogie autour de ça pour l'expliquer aux équipes, savoir où on veut aller et pourquoi, ça ne sert à rien. Là, il faut aller, et ça, j'enfonce des portes ouvertes, vous le savez tous aussi bien que moi. Là, il faut aller, par exemple, il y a 10 ans de ça, ou il y a 15 ans de ça, on s'est dit un jour, parce que c'était entre guillemets le truc à la mode, on va faire de la FOAD. Sauf qu'on en a tous fait, on s'est tous cassé les dents, plus ou moins, parce qu'en fait, on n'avait pas d'objectif clairement établi, on n'avait pas de stratégie annoncée, on demandait aux gens d'en faire, mais à la limite, ils ne savaient pas pourquoi on leur demandait d'en faire. Et à la limite, la seule chose qui se disait, c'est mais si je mets mes cours en ligne, à la limite, je ne sers plus à rien, et quelque part, je suis en train de mettre en place des choses qui vont peut-être sacrifier mon propre poste. On entendait des trucs, tout un tas de choses comme ça, plus délirantes les unes que les autres, et finalement, cette FOAD, par exemple, qu'on a développée pendant quelques années au sein même
de nos CFA, bah, ça a fait à un moment donné un gros flop. Donc là, la stratégie est tout autre, c'est de se dire effectivement, on fait un peu de pédagogie, on met en place une stratégie régionale pour affronter des échéances demain qui vont être importantes, pas que sur le numérique, sur un tas d'autres choses. Raphaël l'a dit, le numérique est une des branches de ce plan stratégique, mais on va vers les équipes, donc ça a été le travail des collègues de l'association régionale et sur le numérique, entre autres le travail de Raphaël, de venir dans les CFA avec l'appui des équipes de direction et d'expliquer aux collaborateurs quel est l'objectif, quel est ce plan stratégique, pourquoi on va développer tel ou tel projet numérique, et voilà, où on veut aller à l'arrivée. Sachant qu'au bout, il y a une réforme derrière, il y a plusieurs aspects, il y a de la formation continue, il y a de la prestation de service, il y a plein de choses, mais en tout cas, il y a eu un premier travail de pédagogie en expliquant aux gens. Et après, c'était le rôle, à partir du moment où ce travail a été fait, je ne dis pas que la moitié du boulot est fait, mais voilà, il y a une partie du boulot quand même qui est faite parce que les gens, à partir du moment où cette vision elle est partagée et que les gens savent où ils vont et pourquoi ils y vont, c'est forcément plus facile. Et après, ce n'est que, alors, quand je dis ce n'est que, je ne minimise pas parce que c'est pas simple, ce n'est que l'organisationnel, c'est-à-dire au sein de l'équipe des directions, c'est comment on met en place les choses, comment on arrange les emplois du temps, l'organisation pédagogique de l'établissement pour pouvoir faire en sorte que les gens se rencontrent et puissent travailler ensemble sur tel ou tel projet. Mais ça, à la limite, ça se fait. Alors, c'est pas forcément simple, hein. On va pas se mentir. Quand on a 25 ou 30 formateurs, et on sait très bien que c'est pas forcément simple de trouver des plages communes pour les faire travailler, mais on se rend compte, c'est le cas par exemple sur quelques formations dernièrement qu'on a mis en place sur des formations scalaires 3D ou des formations de drones pour piloter des drones, etc. C'est à partir du moment où les formateurs sont impliqués, eux-mêmes viennent vous voir en disant nous on a peut-être une solution, on a réfléchi, on a croisé nos emplois du temps, est-ce que vous n'aviez pas vu, nous on l'a vu, et là on a moyen de se libérer 2 heures pour bosser dessus. Et en fait les gens s'approprient eux-mêmes les projets et nous aident à trouver des solutions pour qu'ils puissent travailler ensemble et pouvoir avancer sur les différents projets. Sur l'ensemble des 7 CFA, c'est un groupe pilote de 60 formateurs. 60 formateurs sur 220 formateurs à peu près. Donc là, c'est un petit tiers des formateurs qui travaillent. L'idée étant, en groupe pilote, l'idée étant, c'est d'arriver à terme à emmener les 200 formateurs, même si on sait que tous n'auront pas forcément la même envie ou la même attirance autour des projets numériques, mais c'était déjà peut-être pas le cas chez les 60 qui font partie du groupe pilote, et on se rend bien compte que finalement, à partir du moment où ils ont mis le pied dedans et qu'ils ont compris vraiment la plus-value que ça pouvait apporter dans leur quotidien, au niveau des pratiques, mais aussi de l'organisation, et bien en fait, ce que je vous disais, eux-mêmes viennent abonder pour trouver des solutions d'organisation. Dominique, comment dans une structure comme la tienne, comment le projet a été perçu, comment les formateurs, là, on m'a rionné au début, hein. Parce qu'effectivement, au tout démo, c'est moi qui suis arrivée donc en disant il faut qu'on aille vers le digital. Alors j'ai utilisé tout le monde possible, blending, multimodal, nourri par communautique. Non, on m'a rionné, parce qu'à la base, ce sont des formateurs présentiels qui croient en ça, qui aiment le contact avec les apprenants. Et aujourd'hui, c'est un peu... Tu as de mémoire des formateurs salariés et des vacataires. On tourne, j'ai pas intégré les derniers chiffres parce qu'on a repris l'activité d'un organisme de formation, et on tourne entre 20 et 30 vacataires. Et une équipe très resserrée d'ingénierie pédagogique qui tourne sur 3 à 4 personnes. Mais au début, effectivement, ils m'ont rayonné. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent appeler demandeurs, qui me font des propositions. C'était ça ta question ? Oui, entre autres. Oui. Entre autres. Non, ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas parce qu'on est dans un secteur d'activité où, quand on forme sur des murs, on montre comment on fait, sur les murs de pause, on montre comment on fait, le contact est important. Il ne faut pas perdre de vue quand même qu'on n'a pas encore gagné tout le challenge, parce qu'on sait très bien accompagner, tutorer, je dirais la maîtrise d'œuvre et les architectes sur une formation à distance, et eux sont demandeurs. Mais aujourd'hui, on a encore à convaincre et à faire venir tout un public qui sont les entreprises, c'est-à-dire les entreprises de mise en œuvre, c'est-à-dire les artisans, etc. C'est 540 000. Alors,
On en laisse un peu aux autres, hein, quand même. Non, on intervient, alors, je veux dire, on est plutôt multirégional que national, mais c'est compliqué, et on l'a vécu encore récemment, puisqu'on a été une toute petite souris, dans une toute petite pièce dans un MOOC développé par le Greta, qui est le MOOC 2N2E sur le numérique. On voit très bien que c'est... Tu me rappelles 2N2E, ce que c'est? L'acronyme, c'est... Normandie numérique, efficacité énergétique. C'est lié en fait au process de rénovation BBC en Normandie, que vous connaissez quand même, j'imagine. Et c'est voir comment est-ce qu'on peut utiliser, porté par la région, et voir que c'était aussi de voir comment on peut utiliser le numérique dans la rénovation, notamment avec des scans 3D, entre autres, effectivement. Donc là, on n'est pas dans le digital lié à la formation, mais on est dans la numérisation de nos professions, du métier du bâtiment. Et on a bien vu que c'était assez difficile d'attirer les artisans. On a encore un gros travail à faire là-dessus. Je pense que la chance que nous avons, c'est que quand on travaille, comme j'ai dit, avec des réseaux d'industriels, de négoces, tous ceux qui nous envoient leurs clients se former, au bout d'un moment, ils vont les contraindre à venir effectivement sur nos produits blended. Sachant qu'il y aura également de la formation sur plateau technique. Alors, je ne suis pas sûre que c'était ta question, en fait. Non, mais prolongement, et ça m'amène une question à la fois à Christian et à Anne-Frédéric, parce qu'effectivement, on peut initier des démarches auprès des entreprises. Vous disiez, effectivement, bien évidemment, vous faites le constat, comme les autres, que le numérique est dans, on va dire, tous les métiers, pour faire simple. Mais il faut encore convaincre, comme le disait Dominique, ce public que l'on veut former, que l'offre formation, elle répond et qu'elle est pertinente, et qu'on peut se former autrement que, bien évidemment, la façon dont ils se sont formés, eux, quand ils étaient étudiants, voire même professionnels, il y a quelques années. Est-ce qu'il y a des réticences? Est-ce que là aussi, et du coup, est-ce que vous avez, vous, une action qui favorise et qui va dans le sens de rassurer aussi les organismes de formation qui s'engagent? Parce qu'on peut se dire, bah oui, je m'engage là-dedans, mais est-ce que mes clients sont prêts? Nous, ça tombe bien, on a fait une évaluation là, de ce qu'on finançait en... Alors nous, on a appelé notre produit, parce qu'on est formation mixte digitale, on appelle ça les FMD. C'est un produit qu'on a créé. En fait, donc, notre stratégie, ça a été un peu la même démarche que la région Normandie. En fait, ça a été vraiment d'expérimenter, d'inciter financièrement au développement de ce type d'offres, d'accompagner. On a créé, alors nous, notre communauté nationale s'appelle Formidable. C'est une communauté donc essentiellement de responsables de formation à distance, et avec des webinaires un petit peu sur le principe, peut-être un peu moins élaboré, mais un petit peu sur le principe de communautique. Et donc on voit là d'ailleurs que les formateurs, on commence à les entraîner dans Formidable, parce qu'ils ont besoin en fait dans leur changement de posture d'avoir de l'échange entre pairs, en tous les cas, et de voir un petit peu comment ça se passe de la formation mixte digitale. Et donc par rapport aux attentes des bénéficiaires, nous justement c'était une de nos interrogations, parce qu'on poussait à ça, mais finalement on n'avait jamais eu le retour. Donc on a fait une évaluation là, qui vient de se terminer cet été, sur des formations donc mixtes digitales qu'on a financées entre 2016 et mi-2018. On a analysé toutes nos demandes, on a fait une enquête en ligne auprès des 78 organismes de formation qui avaient développé ce type d'offre, et de 2700 bénéficiaires. Et en fait, on a été très très étonnés, c'est que pour 83% d'entre eux, en fait, des répondants en tous les cas, ils ont été très très satisfaits de ce type d'offre. On leur a pas vendu, venez faire une FMD, oui, je suis super content. Ils se sont trouvés comme ça dans une formation mixte digitale, et en fait, il s'avère que ça répond, enfin, ils nous ont dit, ça répond vraiment pour trois raisons essentielles à leurs besoins. C'est que ça enrichit le présentiel. Alors ça, c'est vraiment, je crois qu'ils le disent à 60%, le présentiel est enrichi, ça limite les déplacements, et ça donne de la souplesse, en fait, dans la modalité d'apprentissage. Et ça, pour nos chefs d'exploitation agricole, en fait, ces retours ont été vraiment intéressants. Et du coup, c'est des retours qu'on a fait à nos organismes de formation qui peuvent avoir un peu de réticence, justement, à développer ce type d'offres. Donc, ça aide des craintes. Sans servir d'exemple vers les organismes de formation, mais du coup, pouvoir disséminer aussi auprès des autres chefs d'entreprise. Exactement. Pour qu'eux aussi aient envie de venir sur ces dispositifs. Tout à fait. Écoutez, moi j'aimerais vous apporter un témoignage d'une expérience
qui n'a pas été une réussite totale chez nous, parce que je pense que c'est important aussi de partager et de regarder quels enseignements on peut en tirer. On a mis en place une expérimentation via le financement du FPSPP pour former des demandeurs d'emploi sur un titre professionnel de vendeur. Et la commande était, de la part du FPSPP, de mettre en œuvre uniquement une formation à distance, avec un peu de regroupement, mais l'essentiel, effectivement, se faisait à distance, et dans le cadre du dispositif qu'on appelle la PO collective. Donc, là où, généralement, réunir un groupe de 15 demandeurs d'emploi autour des thématiques de formation, ça se met en place, parce qu'effectivement, on forme à peu près entre 700 et 800 demandeurs d'emploi par an via la PO collective en Normandie. Là, c'était extrêmement compliqué. On s'est mis avec l'organisme de formation pour l'emploi pour essayer de monter cette action de formation. Et la plus grande difficulté que fut la nôtre fut l'aspect sourcing. Il nous a été extrêmement compliqué de faire adhérer des demandeurs d'emploi sur la formation essentiellement à distance. Alors, voilà. Exactement les raisons précises, on ne les a pas encore complètement identifiées. Pôle emploi nous a dit oui, on a mené d'autres expérimentations et toutes ont abouti à la même conclusion. C'est très très compliqué de faire venir certains publics, là en l'occurrence ces demandeurs d'emploi, sur de la formation qui n'était pas en présentiel. Parce que pour l'instant, effectivement, le modèle qui perdure dans la formation des demandeurs d'emploi, ça reste quand même le présentiel. D'où l'intérêt quand même, effectivement, d'expérimenter. Donc ça a été extrêmement compliqué. On a réussi tout de même à monter une action avec 12 stagiaires, là où normalement donc, on est à 15. Donc on a mis en œuvre avec l'organisme de formation. Et au bout du compte, pour constater que de la vie générale de l'ensemble des stagiaires, ils étaient extrêmement satisfaits de l'action de formation dispensée et des modalités à distance. C'est-à-dire que voilà, les personnes qui vont intégrer étaient vraiment très très satisfaites. Donc il y a vraisemblablement un certain nombre de conceptions dans la tête de certaines personnes sur ce qu'est la formation à distance. Et une fois qu'on rentre dedans, eh bien, un certain nombre de préjugés volent en éclats. Ce fut le cas en l'occurrence avec ces personnes-là qui nous ont dit bon, on est rentré dans le dispositif. Bon, parce que Pôle emploi notamment a fortement appuyé et que voilà, c'était difficile de faire autrement. Voilà, disons les choses telles qu'elles sont. Et puis au final, au bout du compte, extrêmement satisfaite de cette modalité pédagogique. Donc voilà, on lutte encore aujourd'hui avec ce type de frein. Donc on voit bien, la politique de l'offre ne suffit pas. Il faut aussi que la demande soit réalisée. Comment... Quand on se dit on va initier des choses et qu'on est la collectivité qui va donner les orientations dans ce sens-là, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir aussi qu'on communique en tant que collectivité auprès des bénéficiaires, quels qu'ils soient, pour dire voilà, on développe de nouvelles offres, c'est pour voilà les avantages que vous en tirerez. Je pense que c'est incontournable de communiquer sur l'offre de formation, sur de nouvelles modalités. Parce que y a des freins du côté des organismes et des formateurs sur la formation et sur le numérique. Il y en a aussi beaucoup de la part du public cible. Il y a un fantasme sur la formation à distance qui, quelque part, serait de la formation totalement désincarnée, sans contact, sans esprit d'équipe. Alors ce matin, la conférence était très explicite là-dessus. C'est quelque part, on déshumanisait la formation là où il y a toujours besoin d'une présence. Nous, en tant qu'acheteurs, on doit communiquer sur la manière dont on achète la formation, sur ce qu'on veut en formation, sur le fait que la formation à distance ne va pas sans tutorat, sans équipe convertie, ça c'est dans l'idéal, mais plutôt sans équipe proactive sur la formation. Il faut faire comprendre au public qu'on ne les lâche pas dans la nature, devant un écran, tout seul. La formation à distance, quelque part, c'est un plus. Et c'est à nous, l'enjeu du PIC, du pacte, ce qui va faire qu'on va dépenser pas cette somme, c'est qu'on va aller chercher du public en plus
très loin, très éloigné, puisque c'est du public pas qualifié avec un niveau 4 non validé, et on va les amener sur la formation, incontournablement de la formation avec du numérique dedans. Donc il va falloir que nous montrions que cette formation, elle a un but, elle a un sens, que je pense que c'est ça aussi. C'est que tant qu'il n'y a pas de sens démontré sur pourquoi on utilise du numérique, bah finalement il n'y a pas d'adhésion possible. Donc c'est aussi à la région de montrer qu'on va sur le numérique, pas pour vider des centres de formation de stagiaires et de formateurs, comme on a pu l'entendre, hein, pas pour faire des économies, mais au contraire pour que ce public puisse s'acculturer à quelque chose qui de toute façon infuse, diffuse dans toute la société et va se répandre totalement. Donc, la communication, c'est quand même un axe très fort voulu par la région. D'accord. Alors, surtout auprès de Laurent et Raphaël aussi, parce que je vais utiliser un raccourci, je suis peut-être pendu à la fin de la table ronde, mais les apprentis, une fois qu'ils sont rentrés, ils sont un peu captifs. À la limite, on leur donne du e-learning ou pas du e-learning, ils prennent ce qu'on leur donne. On sait bien qu'il faut quand même les faire adhérer aussi. C'est pas parce qu'effectivement, une fois qu'ils sont rentrés dans le CFA, on est quand même sur ce public-là, il faut aussi qu'on développe de l'attractivité auprès d'eux. C'est pas qu'un projet au niveau des salariés du CFA. Vous aviez raison dans votre introduction. Vous allez finir pendu à la fin de la table ronde. Là, évidemment, si on se concentre, mais ça c'est vrai pour toutes les formations, c'est ce qui vient d'être dit également, c'est donner du sens. Et l'apprenti, quand il vient au CFA, effectivement, si on croit qu'à partir du moment où il est entré dans le CFA, c'est gagné, on change de métier, quoi. C'est qu'on n'a rien compris à ce qu'on est en train de faire. Au contraire, tout est à créer quand le jeune arrive au CFA, puisque il arrive pas forcément par choix, il a fait le choix d'une formation, il a fait le choix d'un métier, il n'a pas fait le choix du CFA de Caen. Donc effectivement, il y a tout à développer lorsque le jeune arrive, et qu'au contraire, il ne faut pas penser que quand il est là, c'est gagné. Et effectivement, le rendre intéressé, ça, c'est vrai pour le numérique, on va rester bien évidemment là-dessus, mais on pourrait être transféré sur d'autres thématiques. Il faut que l'apprenti, comme les formateurs, comme on l'a dit tout à l'heure, pour l'ensemble des équipes, hein, formateurs, équipes administratives et autres, il faut que les apprentis comprennent à quoi le numérique va leur servir, et ce que ça va apporter, on le disait tout à l'heure, en termes de plus-value dans leur formation. C'est pas simplement histoire de les occuper pendant une heure, on va les mettre derrière un ordinateur et puis on va leur faire je ne sais quoi, ou passer sur n'importe quel test ou je ne sais quel logiciel. C'est pas une salle de permanence améliorée. Voilà, c'est un peu l'idée, mais que ça soit en enseignement professionnel ou également en enseignement général, alors en fonction effectivement des matières, c'est plus ou moins facile de faire le lien, mais le rôle du formateur aujourd'hui, il est aussi et largement dans ces missions-là, c'est-à-dire de donner du sens. C'est pas apprendre pour apprendre, hein, voilà, on le sait bien, mais c'est qu'effectivement, à partir du moment où le jeune a compris ce que l'informatique, le numérique pouvait lui apporter de plus dans son métier, et en plus, nous, l'objectif derrière, c'est aussi, on le disait, c'est difficile de capter les entreprises et de développer le numérique au sein de certaines entreprises, pour beaucoup aussi, travailler avec beaucoup de petites entreprises. L'apprenti devient aussi un vecteur important pour amener le numérique dans l'entreprise. C'est aussi un des aspects qu'on est porteur de la transformation numérique dans son entreprise. Du coup, c'est un rôle nouveau, c'est lui qui, quelque part, va apprendre une partie du métier d'apprentissage. Et c'est le cas pour un certain nombre de jeunes dans des formations, par exemple, de niveau 4, tels que certains bac pro, certains BP, il n'est pas rare que effectivement le jeune fasse le lien avec l'entreprise et amène certains développements numériques dans l'entreprise. Raphaël, vous voulez ajouter quelque chose, je crois, tout à l'heure, et puis il nous reste une petite dizaine de minutes pour prendre quelques questions, parce que j'imagine que vous en avez. C'est juste pour faire le lien avec ce que disaient nos collègues, c'est que lorsqu'on a amené la transformation numérique au sein
sein même de l'organisation, ça a permis aussi de repositionner les formateurs au sein même de l'acte de formation et de les remettre au centre et qui comprennent. Tout l'enjeu de la communication a été de faire comprendre aux formateurs que c'était eux l'action centrale de l'acte de formation et que les outils numériques n'étaient que des outils mis à disposition et des outils plus modernes. Et donc le formateur, et je crois que c'est Christian qui parlait de l'enquête FFP, d'études FFP au tout début. L'étude montrait bien que on va dire que la démographie en fait, des organismes de formation, alors privés en l'occurrence, le pôle formateur ne bouge pas, il est stable. Il n'y a pas de diminution des effectifs de formateurs, contrairement effectivement aux craintes qui étaient évoquées tout à l'heure. Quelques questions, suggestions. Comment vous appréhendez la problématique des attestations de suivi dans la digitalisation de la formation? Attestation d'assiduité, pardon. Pour nous, la réponse est simple, parce qu'en fait, ce qu'on transforme pour l'instant en digital, c'est des formations sur lesquelles on a des habilitations. C'est l'équipe de formation FEBAC qui donne des habilitations, l'équipe FEBAC, qui sont totalement reconnues par la profession. Et en ce moment, on est en train d'explorer le système de badge numérique, atelier qui a été supprimé juste avant cette table ronde. Pas supprimé, reporté. Quand même, je ne suis pas contente. Oui, mais on te fait Non, je reviens sur cette notion un avoir et tu peux revenir. Cette notion de badge numérique, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup et dont nos réseaux sont demandeurs, parce qu'effectivement, la formation, je vous rappelle qu'on travaille en blended, hein, donc du présentiel distanciel. On peut avoir des grains pédagogiques sur des choses qui ne sont ni des certifications, ni des qualifications, ni même des diplômes, genre en pose de menuiserie extérieure, on a une formation sur la prise de cote et le métré. Il n'y a pas de diplôme là-dessus, hein. Mais qu'au sein d'un réseau, quel qu'il soit, hein, un réseau lié à l'ouverture du bâtiment, le collaborateur puisse acquérir cette petite compétence qui est une compétence clé parce que toute la qualité de la mise en œuvre derrière est liée. En plus, je passe sur les données techniques, le respect du DDA, etc. Connaissance des produits de calfeutrement, on voit bien qu'on a besoin de plein de petites compétences qui ne sont pas reconnues aujourd'hui par des certifications, des diplômes, parce que c'est des compétences nouvelles dans le cadre du bâtiment performant. Peut-être un élément de réponse côté FAF ou OCA. Nous, VIVEA, en fait, on a fait le choix de sortir des connexions, enfin, tout ça, là, qui sont très très compliquées. En termes de justificatifs, donc, nous, ce qu'on demande, c'est que chaque séquence à distance, elle a un objectif pédagogique et que l'organisme de formation nous dise finalement la preuve que je pourrais apporter en cas de contrôle de la réalisation de la séquence. Bah, c'est par exemple selon l'objectif et selon la modalité qu'ils ont choisi, c'est je sais pas, le stagiaire a réalisé une vidéo, le stagiaire a participé à un pad, enfin voilà. Mais il faut qu'il identifie bien pour chaque séquence digitale le justificatif qui fera preuve. Et après, bah, le stagiaire lui signe une attestation pour le temps à distance. Et voilà. Voilà, on sort de la connexion. Merci. Alors du coup, effectivement, votre question possède aussi une réponse réglementaire. Cette réponse-là, je ne peux pas encore vous la donner. Pour la bonne et simple raison que quand bien même la dernière loi qui a été votée met fortement l'accent sur une redéfinition complète de l'action de formation, hein, tous les paradigmes jusqu'à présent en vigueur volent en éclats. Et donc l'accent est quand même très fortement mis d'un côté sur la formation en situation de travail et sur la FOAD, en l'occurrence. Donc je serais quand même extrêmement surpris que dans les près de 80 décrets qu'on nous annonce d'une façon imminente, il n'y avait pas un petit chapitre qui aborde effectivement comment on va s'assurer la réalité des actions de formation en FOAD. En tout cas, nous, c'est ce que nous attendons. Nous attendons un véritable assouplissement à ce niveau-là, parce que là, il faut dire ce qui est, les règles avec lesquelles on avait l'habitude de travailler n'étaient plus du tout en conformité avec la réalité des pratiques pédagogiques des organismes de formation et des attentes des entreprises. Donc nous, on attend un véritable assouplissement de ce côté-là pour faciliter, fluidifier toute la FOAD. Et donc quand on pourra le faire, on sera vraiment très heureux de le faire, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, en tout cas encore chez nous, c'est une usine à gaz pas possible. Alors la vie des décrets n'est pas un fleuve tranquille, et je pense que le décret qui sortira ira dans votre sens, puisque le FOD, le Forum des acteurs de la formation digitale, dont je
je fais partie, donc Jean ici, je ne sais plus s'il y en a d'autres ici dans la salle, Jean Gaspardel ou moi. Donc le FOD a été consulté il y a 1 mois et demi par le cabinet du ministère pour justement cet aspect décret lié à la FOD. On a fait des propositions très détaillées pour repréciser des choses qui étaient dans le décret précédent. Le premier retour qu'on a eu, alors je peux vous dire que là on va pouvoir faire ce qu'on veut. Parce que alors, ils ont réduit de 80% ce qu'on avait produit, et en fait, la mise en œuvre se trouvera certainement plutôt dans une note d'orientation, dans une foire aux questions, comme ça a été le cas pour le décret précédent. Jean, tu voulais ajouter Oui, je vais juste ajouter que l'assouplissement existe depuis août 2014. On a 2 décrets, août 2014 et février 2017, qui permet à l'ensemble des financeurs, dont les FAB, dont les OPCA, de mettre en place le concept d'assiduité. Alors certes, il y a encore quelques ambiguïtés et que le décret va ouvrir encore plus largement, mais l'assouplissement qui fait qu'on n'a plus à s'intéresser autant ni au lieu, mais uniquement aux activités, comme l'a parfaitement dit ce matin notre collègue, existe dans le cadre réglementaire depuis août 2014. Il est prudent de demander quand même la position de chaque cas préalablement. Oui, mais en tant qu'opérateur, moi en tant que membre du FFOD, je rappelle que le cadre réglementaire existe depuis août 2014 et qu'effectivement, je comprends ce que vous dites, tous les autres cas ne se positionnent pas de la même manière. Pourtant, c'est le même cadre réglementaire, Duralex, Lex. Je vous entends, mais la précaution, c'est quand même de bannir. On l'a vécu sur un parcours pédagogique. Heureusement, on n'avait que 2 OPCA impliqués. En l'occurrence, c'était le FAB-FIEC et le FIFPL de mémoire. Et je vous garantis que leur position là-dessus, alors que c'était un parcours en blended avec journée de regroupement, etc., leur position administrative n'était pas les mêmes. On ne demandait pas les mêmes documents. Et leur position quant à la journée de regroupement n'était pas la même non plus. Et pourtant, tous les 2 s'adressent au métier de la maîtrise d'œuvre et de la conception. Ouais, mais on est obligé de faire avec ça, sinon nos stagiaires ne sont pas remboursés. Mais le FOD, et on visera personne, on sait bien que les OPCA eux-mêmes, entre la position nationale et quelquefois les prises de position, alors, et ça ne concerne pas les OPCA, puisque on a des collègues du FOD qui ont eu des contrôles directs récemment, où les inspecteurs de la directe n'étaient pas du tout au courant et ne savaient pas impliquer. Ils demandaient la traçabilité, les connexions, etc. Ils en étaient restés à quelques années derrière. Donc là-dessus, effectivement, on sait qu'il y a une grande variété de positions. Je pense que voilà, la pratique est en train de changer, il y a une prise de conscience aussi du besoin d'uniformisation. Il y a quelques années, un opérateur de formation s'est tourné vers le FOD en tant que fédération, non pas syndicat, mais voilà, fédération, en disant voilà, il faut ester en justice et attaquer les OPCA. Personne n'a voulu y aller. Voilà. Voilà, on peut. C'était pas forcément la bonne solution. Je pense que la solution allait passer par la pédagogie, et par la pédagogie, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, qui est aussi une formation interne. Les OPCA, dont je ne sais plus si AGFO en fait partie, ont demandé au FPSPP de monter une formation pour leurs salariés, pour les former effectivement à ce qu'était la multimodalité. Mais oui, parce qu'on les avait un peu oubliés. On les avait oubliés, simplement. Moi, je suis intervenu, non pas chez vous, mais dans un autre cas, où il y avait une personne qui savait ce qu'était le décret. Une personne, au niveau national. C'est vrai que nous, à l'IVA, donc on a fait le choix en 2015, en fait, d'ouvrir, pas être sur le temps de connexion, d'être plutôt sur la production, et voilà, de suivre le décret. Et nous, en fait, en interne, effectivement, on a des référents mix digital, donc on va dire un petit peu experts sur la question du digital partout sur les territoires. Et en fait, on forme chaque année, ça on voit bien que c'est important, en fait, on forme chaque année nos conseillers au multimodal, en fait, qui se représentent ce que c'est, on les forme par du sport, il faut qu'ils touchent en fait la réalité de ce que vivent les organismes de formation. Et ça, je pense que c'est indispensable. Bien sûr. Un complément, et puis peut-être vous faites signe s'il y a une dernière question avant que... Oui, effectivement, complément, si vous permettez. Vous avez tout à fait raison tout à l'heure en parlant des financeurs. Or, dans les financeurs, effectivement, il n'y a pas que les OPCA. Il y a également pour nous des financeurs qui sont importants, qui étaient jusqu'à la fin de l'année les FPSPP, l'État et l'Europe. Or, quand bien même, au sein de l'OPCA, nous appliquerions effectivement les nouvelles modalités, les nouveaux assouplissements, quand nous sommes contrôlés par notamment ces instances-là sont rarement en phase avec les décrets qui ont amené ces assouplissements. Et donc souvent, quand on n'a pas effectivement l'ensemble des documents en bonne et due forme, ce sont des dépenses qui sont rejetées
par l'Europe ou par la FPSPP. Là, effectivement, par méconnaissance des règles applicables. Donc, effectivement, le cas a sa part de responsabilité, je pense, mais aussi les refinanceurs que nous faisons intervenir dans un certain nombre de programmes cofinancés. Merci vivement.